Le 30 novembre 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Le Juif sus, texte intégral. En allant voir Le Juif sus, le nouveau film de la Gaumont British, tourné par M. Lothar Mendes, d'après un roman de M. Léon Feuchtwanger, nous avions la certitude presque absolue de trouver une œuvre de propagande sémitique, très appuyée, très insistante, comme la plupart du temps. Pour cette fois, le cas est plus complexe. Il se juge moins facilement que les jérémiades et les apostrophes messianiques dont le théâtre et l'écran juif retentiront toujours. Comme on va le voir, il nous semble que les auteurs, craignant en l'année 1934 de donner à leur tableau des contours trop accusés, et louvoyaient, d'abord avec adresse, ensuite moins habilement. Si bien que leur film apporte de l'eau un peu à tous les moulins, fournit des preuves aux antisémites comme aux défenseurs d'Israël. En tout cas, malgré ses obscurités et son caractère fuyant, c'est une œuvre dont l'intérêt se soutient presque jusqu'au bout et qui, par contraste avec l'extrême frivolité de la production cinématographique, paraît posséder quelque poids, glisse un peu moins superficiellement sur le sujet qu'elle traite. La première scène nous dispose aussi mal que possible. De petits juifs épellent la Bible dans un ghetto d'Allemagne vers 1730. Il s'agit dans le texte de délivrance de terre promise. Un des bambins soupire, demande s'il ne va pas bientôt pouvoir sortir du ghetto. Non, répond le rabbin, mais un jour peut-être, les murailles tomberont, unifiant tous les peuples. On peut redouter pour la suite les pires poncifs de la rhétorique israélite. Par bonheur, cela ne dure pas. 20 ans plus tard, l'écolier Joseph Suss Oppenheimer parcourt dans une superbe calèche les chemins de son pays natal, le grand-duché de Wurtemberg. C'est un seigneur de l'élégance la plus raffinée, d'une physionomie intelligente et racée. Sa voiture heurte un carrosse menant deux grandes dames très parées. Suss s'excuse très galant. Les dames contemplent sans cruauté ce parfait gentilhomme. Mais par la portière de la calèche sort une tête frisottée, une barbe folle, une calotte noire, de longues mains trop agiles. Des juifs! Le cocher des aristocrates, sans même attendre un ordre, fouette son équipage d'un air hautement offensé. Joseph Suss, cependant, quelques mois plus tard, aura un pied et des partisans dans les plus nobles salons de Wurtemberg. Il s'est juré, paraît-il, de parvenir aux plus hautes charges, car c'est le meilleur moyen d'aider à l'émancipation d'Israël. Voilà ma foi un symbole assez complet et qui n'a pas l'air près de se démonétiser. Ce qui est plus remarquable encore, c'est que l'on n'ait pas idéalisé Suss. C'est un homme d'un talent prodigieux, une âme sans vulgarité, mais médiocrement scrupuleuse. L'apostolat auquel Suss déclare s'être voué n'a rien de cruel. Il offre même de magnifiques compensations. Le juif a su gagner l'amitié du prince Charles-Alexandre, soudard brave mais assez gueux, en lui tendant une bourse au tripot. Charles-Alexandre hérite de la couronne ducale du Wurtemberg. Il fait du subtil et riche marchand juif son ministre des Finances et son entremetteur très distingué, car le reître a le sang chaud. Suss, personnage bientôt inquiétant par son machiavélisme, sa force de persuasion, son art à s'insinuer partout, est le maître effectif du Grand-Duché, le héros du palais, où il vit comme un roi. Il peut bien, à ce prix, réclamer la grâce d'un juif que l'on détenait, paraît-il, à tort,
en prison. Comme il faut s'y attendre, cette psychologie d'une petite cour qui aurait amusé Stendhal avec son juif, son gros-duc, son indolente duchesse, doit céder sur l'écran la place au mélodrame. Nous verrons ainsi le duc, responsable de la mort de Naomi, la fille de Sus, qui lui voue désormais une haine mortelle. Le juif, pour sa vengeance, prépare insidieusement la révolution. Il lance un décret fiscal d'une telle injustice que les paysans le brûlent, lui et le duc, en effigie. On voit Sus, que ces coreligionnaires de Francfort saluaient comme leur rédempteur, charger l'épée à la main le menu peuple chrétien. Mais voilà que Sus, dont la figure se précisait diaboliquement, n'est probablement pas juif. Plus exactement, ce serait, comme disent les nazis, un demi-juif, le bâtard d'un seigneur. À vrai dire, on nous éclaire mal sur les conséquences de cette révélation. On commence à esquiver, à estomper des traits trop nets. Cela nous vaut d'abord un épisode assez adroitement conduit. Sus, qui n'a plus d'autre but de vie que la haine, décide, le duc, ce tonneau de bière, à violer la Constitution, à se faire sacré roi du Wurtemberg à Stuttgart. Le duc adopte tous ses plans, mais sur la liste des indésirables que l'on arrêtera pendant le coup d'État, il ajoute secrètement le nom de Sus, dont il est temps de se débarrasser. Le soir choisi pour l'aventure, un courrier se présente devant le duc. C'est Sus qui, retournant les batteries, a fait arrêter tous les conjurés. Ces péripéties politiques, assez abstraites, sont mises en images rapides, très expressives. Le juif, chez Sus, disparaît presque entièrement durant ces manœuvres, comme pendant la mort du duc, qui a déjà eu des coups de sang et tombe foudroyé en voyant sa déchéance. Pour l'épilogue, on ne sait trop comment le prendre. Sus se laisse arrêter, juger, on ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. Mais ses ennemis déterrent une vieille loi moyenâgeuse qui permettait de pendre le juif coupable d'avoir séduit une chrétienne. Sus aurait sans moyen de fuir, de rentrer même la tête haute dans le palais où la duchesse le regrette. Il préfère mourir. C'est son droit, car tout l'a déçu. Sa ruse, quels qu'en soient les mobiles, a finalement tout gâté autour de lui. Mais cet élégant aurait pu choisir un trépas plus discret que la pendaison, sous les huées de la populace. À cette minute suprême, le juif reparaît, reprend avec le cœur des rabbins les antiques lamentations de la synagogue. Cela signifie-t-il que Sus, poussant l'équivoque jusqu'au bout, a voulu devenir une sorte de faux martyr ? Ou plus simplement qu'envahi par le fatalisme, il n'a pas tenté un geste pour détourner son destin ? De toute façon, de cette physionomie troublante se détachent quelques traits du juif que l'on vit rarement indiqués sur l'écran avec ce relief. Le juif insinuant, démesurément ambitieux, le juif corrupteur, malgré lui peut-être, et prétendant justifier les pires manœuvres par la poursuite d'un fumeux rêve d'équité et d'égalité. On ne se dissimule pas les longueurs de ce spectacle, l'emphase qui gonfle souvent ses monologues et ses dialogues, les faiblesses du scénario, surtout dans son dernier chapitre, mais il fait revivre un personnage captivant, altier, d'une prestigieuse envergure. Le mérite en revient surtout à Conrad Veidt, que les Anglais eurent le tort d'employer dans des silhouettes de gangsters, de rasta, que le moindre débutant aurait rendu avec plus de vérité. Dans un rôle écrasant, qu'il était peut-être le seul au monde à supporter aussi facilement, nous le retrouvons tel qu'il fut en Allemagne, à l'apogée de sa carrière, plus mûri, plus concentré même.
Cet aventurier en dentelle, impeccable et insondable, trouve sa place à côté des plus étranges, des plus puissantes compositions de Veit. Le César de Caligari, le tsar sanglant des figures de cire. Conrad Veit, sans doute, est un cabotin, mais d'une allure souveraine. Il faut voir ce visage pétri de nerfs et d'eau modeler toute l'âme complexe de Sus, mystique, libertin, généreux, fourbe, sauvage, tendre, et d'un si merveilleux sang-froid dans les plus folles entreprises. La cape, le tricorne, les magnifiques atours d'un temps de véritable élégance lui sont des costumes bien plus naturels que nos vestons et nos pardessus. Évidemment, il place un peu trop souvent son fameux rire tragique, comme le ténor son point d'orgue. Mais c'est sa seule faiblesse au cours d'un film qu'il soutient tout entier.